Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur cette chaîne de bricolage. Aujourd'hui, entre deux tournages, je me suis dit pourquoi ne pas présenter quelques outils qui permettent de travailler le bois manuellement. Parce que je vous ai montré plein de réalisations sur le travail du bois et que jamais je ne vous ai montré des outils. Alors je me suis dit que ça pouvait peut-être intéresser quelqu'un qui cherche à se créer une collection d'outils basiques ou quelqu'un qui veut compléter sa collection et avoir la vie d'un bricoleur comme moi qui depuis 30 ans bricole le bois. Bien sûr, je ne travaille pas qu'avec des outils à main. Bien sûr, sur cette chaîne de bricolage, vous avez vu des machines, vous avez vu du travail sur le métal, vous avez vu de la mécanique automobile, mais aujourd'hui, je me concentre sur le travail à la main du bois. Allez, c'est parti pour cette petite vidéo qui n'est bien sûr sponsorisée par aucune marque. Bien entendu, quand on dit travail à la main, eh bien, on dit outillage particulier, ou on pense outillage particulier. Parfois, vous allez le voir, il y a des outils polyvalents, mais ils sont rares, il faut le reconnaître. Donc, s'équiper pour travailler le bois manuellement, eh bien, ça veut dire qu'il faut un minimum d'outils. On n'est pas obligé de s'équiper tout de suite avec tous les outils. On peut commencer par un minimum. On n'est pas non plus obligé d'acheter le meilleur outil tout de suite parce que les gammes de prix varient du simple au décuple. Donc ça peut aller très très vite en termes de budget. C'est pour ça que dans la description de la vidéo, j'ai pris soin parfois de vous mettre plusieurs possibilités en fonction de votre budget. Ce préalable étant posé, je vous montre tout de suite par quoi je commencerai si je devais m'équiper pour travailler le bois à la main. La première des choses qui vient à l'esprit, c'est une scie. Et là, des scies, il y en a pléthore. Il y a des choses très très différentes. Et j'ai commencé avec ce genre de scie, qui est une scie pour faire des débits. En fait, avec cette scie, on va débiter des gros morceaux de bois. Ça va faire une coupe grossière, ça va faire des gros copeaux. D'ailleurs, on voit bien ici la taille des dents. Ce sont des grandes dents, comparées à cette scie-là, qui elle a des dents beaucoup plus fines. J'ai commencé donc à faire des débits avec cette scie, mais vous voyez au regard de la poussière qu'il y a dessus que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, parce qu'aujourd'hui j'ai trouvé mieux. Ça c'est un vieux modèle, ça doit faire 30 ans qu'elle est avec moi, et aujourd'hui j'ai pris ce genre de scie. Cette scie est dite polyvalente parce que sa denture est complètement différente de celle-ci, et elle permet de couper différents matériaux dans le sens du bois ou en travers des fibres, peu importe. Alors c'est un outil polyvalent, donc il n'est pas parfait dans tous les domaines, mais il permet avec une seule scie de faire du débit et de faire de la quasi-finition. Donc cet outil est très utile quand on débute parce qu'il permet d'avoir quelque chose qui est polyvalent et qui passe partout et de ne pas remplir son atelier de différentes scies. Alors bien sûr cette scie se travaille en l'air, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de guide, et il existe pour couper des baguettes, pour couper des cornières, pour couper des cadres. Des scies dites à onglet. Donc ça c'est une scie à onglet. Avec un châssis. Et avec ce châssis et cette scie, eh bien, on peut couper différentes baguettes, différents petits éléments avec des angles. Donc ça peut être très utile quand on veut faire de l'encadrement ou qu'on veut poser des baguettes ou des plinthes sur les murs. Je m'en suis même servi à un moment pour couper du parquet, des lames de parquet. Et ici, la denture est très fine. Ce n'est pas une denture polyvalente, c'est bien une denture pour le bois, mais elle est beaucoup plus fine que la grosse. Donc avec ça, on ne fait pas de débit. Mais ça, c'est très utile dans certains chantiers de menuiserie. Après le sciage, vient le moment de râper, c'est-à-dire de poncer grossièrement, on va appeler ça comme ça, c'est-à-dire que on va utiliser une râpe. Ce n'est pas une râpe à fromage, même si les dents sont assez grosses et qu'on pourrait râper du fromage avec, ce n'est pas une râpe à fromage. Et là, il y a plusieurs possibilités. Déjà, au niveau du manche, des manches en bois ou des manches en matière composite. La différence entre les deux, c'est surtout une question de confort au niveau de la main. Je vous avoue que la première que j'ai achetée, c'est celle-là. Et que celles-ci sont plus modernes, elles ont une poignée qui est beaucoup plus ergonomique. Donc celle-ci a quand même une trentaine d'années. Et si vous devez vous équiper avec des râpes, moi je vous conseille deux profils. Un profil plat et un profil demi-rond. Parce qu'avec celle-ci, eh bien, vous allez pouvoir creuser, arrondir, adoucir des angles, enfin faire des choses que vous ne pouvez pas faire avec ça. Et si vous êtes minimaliste au niveau des achats, achetez seulement une demi-ronde parce que vous avez une face plane et une face ronde.
Donc vous avez presque 2 outils en un. Je dis presque parce que celui-ci a aussi ici une râpe sur le tranchant. C'est bien utile quand on fait des mortaises. Et ensuite, au niveau du travail du bois, bien souvent, on doit percer le bois. Je vous conseille d'acheter des forêts spécifiques. D'abord, sur ces forêts, il y a une pointe de centrage ici. Et ensuite, la pointe ici est beaucoup plus haute que le centre. Donc ce sont vraiment des forêts spécifiques. Ces forêts ont un dégagement ici du copeau qui est différent de celui qu'on utilise pour les métaux. Ici, avec cette pointe, eh bien, l'entrée dans le bois va être facilitée par rapport à une forêt classique. Donc c'est bien mieux d'avoir des forêts spécifiques pour le bois quand on veut travailler le bois. Et ensuite, vous avez très certainement une perceuse, qu'elle soit filaire ou qu'elle soit sur batterie, pour monter ces forêts. Si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas obligé d'acheter une perceuse pour travailler le bois. Il existe un petit outil comme ça qu'on appelle une chignole et qui, pour percer des petits diamètres dans le bois, suffit largement et on n'a pas besoin de perceuse. Celui-ci vaut moins de 20 € et il permet, quand on a juste un petit trou à percer dans le bois, de se dépanner largement. Bien sûr, ça ne remplace pas une perceuse, qu'elle soit à batterie ou filaire, parce que ici, au niveau de la prise en charge du diamètre, on est quand même assez réduit, mais ça peut dépanner. Et ensuite, il y a, pour les petits travaux de bricolage sur le bois, quelques outils indispensables pour tracer, pour mesurer et pour contrôler. Tout d'abord, une équerre. Celle-ci est une équerre à grand format. Je m'en suis réalisé une petit format ici pour faire quelques petits traçages. Ce modèle fait 40 cm, mais il existe des modèles plus courts. Dans la description, je vous ai mis 2 modèles, un comme celui-ci, qui au passage est fabriqué en France, et il existe les mêmes en version plus courte. Celle-ci est vraiment petite, mais elle peut suffire, et je vous déconseille ça. Ça, je ne vous le conseille pas du tout, parce que ce n'est pas précis. Ça paraît très intéressant parce que on voit des mesures à 45, des mesures à 90, mais c'est pas très fiable. Donc, je m'en sers souvent comme réglé, mais pas vraiment comme équerre. Bien sûr, le rapporteur d'angle, important, pour tracer, et un grand réglé. Un petit aussi si vous voulez, mais à minima un grand d'au moins 50 cm, parce que ça c'est très utile quand on veut tracer un trait pour le suivre avec la scie. Bien souvent, quand on travaille à la main, on n'a pas de guide, notamment pour faire les gros débits. Donc on trace ici un trait et on suit le trait. Ce genre d'outil, c'est pas la peine. Ça fait très joli, ça fait très pro, ça fait très tout ce qu'on veut, mais c'est pas la peine. Moi, ça fait 30 ans que je travaille dans le bois et ça fait 30 ans que il prend la poussière. C'est un vieux en plus, je ne l'ai pas acheté, hein, c'est un vieux. Je m'en sers de temps en temps, mais c'est vraiment pour le folklore. Je ne trouve pas d'utilité à ce genre d'outillage, qu'on appelle un trusquin au passage, pour ceux qui ne savent pas, mais je ne trouve pas d'utilité à ce genre d'outils. Bien souvent, je préfère utiliser un petit réglé et un petit stylet que j'ai réalisé, mais on peut le faire avec n'importe quoi. On peut même le faire avec un couteau tout simplement, ou un cutter. Et donc ça me sert beaucoup plus que ça. Ensuite, quand on pense au travail du bois, et bien souvent on parle d'assemblage, on parle de menuiserie, donc on parle de ciseaux à bois, de maillet, de pierres à affûter. Et on va commencer par un bédane. Et oui, cet objet c'est un bédane. Celui-ci fait 8 mm d'épaisseur parce que toutes les mortaises que je fais font 8 mm d'épaisseur. Cet outil sert à faire des mortaises et il sert à creuser les mortaises. Je l'ai utilisé dans plusieurs vidéos, vous l'avez déjà vu. Et il ne sert quasiment qu'à ça. Mais il est très utile et vous voyez que comparé à un ciseau à bois, il est beaucoup plus solide. Parce qu'en fait, l'utilisation c'est de prendre levier et de forcer ici. Donc c'est pour ça que la section est beaucoup plus importante. Donc ça c'est un bédane. C'est pas la peine d'en avoir 36, mais un seul suffit si vous voulez faire des mortaises. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, on peut faire des mortaises de 8, de 10, de 12, sachant que le plus simple, c'est quand même de faire des mortaises de 8, parce que comme ça, on a le guidage. Ce bédane a bien sûr un manche en bois. J'aime bien le manche en bois, à condition qu'il soit solide et qu'il ne vienne pas s'abîmer ici. Parce que, voilà un ciseau à bois que j'ai utilisé souvent pour faire de la menuiserie, et qui ici s'est abîmé à force de taper dessus. Donc les fibres se sont écartées et quand après on vient travailler avec la main, on l'a dans le creux de la main et c'est pas très agréable ici. Alors c'est très certainement dû à la qualité du bois, mais c'est un inconvénient du bois. Quand on tape dessus avec un maillet, eh bien il a tendance à s'éclater. Celui-ci est très bien fait et j'avoue que normalement avec un bédane on tape beaucoup dessus. Donc ce manche là
il est très solide. Celui-ci beaucoup moins. Pourtant, a priori, ils se ressemblent. La différence est peut-être que celui-ci est une bonne marque, celui-ci est un outil bas de gamme. Alors je vais revenir sur la qualité, mais je vais finir sur les manches. Ici j'ai 3 manches différents, j'en ai un en bois, un en plastique et un en bimatière. Avec en bout, eh bien, 0 protection, 1 protection et 0 protection. Celui-ci, je l'ai depuis 30 ans. On pourrait penser que c'est le plus fragile, ben, celui-ci je l'ai depuis 30 ans. Alors, il a pris des coups, j'ai travaillé du chêne avec, donc j'ai tapé très fort avec le maillet, il n'a pas bougé. Il n'y a plus de marque dessus. Un ciseau comme ça vaut entre 15 et 20 euros. Celui-ci aussi, c'est un bas de gamme, il vaut entre 15 et 20 euros. Et celui-ci, il ne vaut pas plus cher non plus. Et à l'utilisation, eh bien, je préfère celui-ci parce qu'il a une poignée qui est relativement ergonomique. Celui-ci était pas mal, mais le plastique ici glisse. On ne le sent pas bien dans la main, alors qu'ici, ça adhère mieux. Quand on travaille avec un ciseau à bois ou un bédane, on a souvent le bout du manche qui est dans le creux de la main. Donc on finit par avoir mal ici si la surface ici n'est pas de bonne qualité. Donc quand vous choisissez un outil à main, regardez bien ça aussi, c'est important. Donc ici on a l'adhérence. Le bimatière, c'est un petit peu du folklore, je trouve, ici, dans ce cas-là, parce que sur une masse, ça se comprend. Mais ici, quand on tape, l'énergie, elle va dans le fer ici. Elle va pas, on ne tape pas comme ça. Donc on peut comprendre en bimatière sur un maillet. Ici je ne le comprends pas si ce n'est pour faire joli. Mais pour autant, c'est très agréable au toucher. Et c'est assez pratique. Pour ce qui est de la qualité du fer, ici, alors il ne faut pas avoir de grosses inquiétudes. Surtout quand on paye un ciseau à bois, une vingtaine d'euros ou même parfois moins. On a ce que l'on a. Et je vous avoue que je n'ai jamais été déçu. J'ai très peu d'outils haut de gamme. J'ai seulement celui-ci parce qu'à l'époque, quand je l'ai acheté il y a une vingtaine d'années, eh bien je ne l'ai pas acheté en grande surface, ça n'existait pas. Donc je l'ai acheté chez un professionnel. C'est un très très bon outil. On voit ici qu'il est en fer forgé. Donc c'est un très bon outil. Mais pour ce que j'en fais, c'est largement surdimensionné. Je l'ai à peine abîmé ici. Et pourtant, je vous dis, je l'ai utilisé très longtemps. Donc celui-ci, je l'avais payé une dizaine d'euros. Enfin, à l'époque, c'était des francs. Donc je l'avais payé 70 francs à l'époque. Donc une 10-12 euros quoi. 10-12 euros. Je l'ai affûté peut-être 50 fois. Il est très très bien. Au niveau de l'acier qui constitue les ciseaux à bois, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Là, sur ce genre d'outils, quand on est comme nous des amateurs et des bricoleurs, ce qu'il faut regarder, c'est le confort du manche. Pour le reste, il n'y a pas de problème. Par contre, quand vous allez acheter des ciseaux à bois, il y a des grandes chances qu'il vous faille affûter tous les outils dès que vous allez les sortir de la caisse. Parce qu'ils sont très mal affûtés quand ils sont livrés. Donc pour ça, il vous faut une pierre. Là aussi, il y a différentes sortes de pierres. Il y a des pierres qui valent très très cher et qui sont très très performantes. Quand on commence dans le bricolage bois, une pierre comme ça, qui a deux qualités de grain, moi ce que je vous recommande c'est au moins d'avoir du 3000 d'un côté, du 600 et du 3000 d'un côté. Dans la liste dessous je vous ai mis quelque chose qui fait 1000 et 6000 je crois. C'est largement suffisant, ça vaut pas très cher, ça marche avec de l'eau. Et quand on est un petit bricoleur, eh bien, on ne risque pas de l'user, on va sûrement la perdre avant de l'avoir utilisée et rincée complètement. Parce qu'encore une fois, celle-ci, là, elle en a vu des ciseaux à bois. Je ne l'ai jamais surfacée. Contrairement à ce qu'on préconise, je ne l'ai jamais surfacée. Par contre, je fais très attention quand j'affûte de ne pas affûter toujours au même endroit. Je m'arrange pour affûter de façon très homogène sur l'ensemble de la pierre. Du coup, eh bien, elle a plus de 30 ans cette pierre et elle est quasiment plate. Donc je vous ai parlé de ciseaux à bois et de bédane. Bien entendu, pour les ciseaux à bois et les bédanes, il y a aussi ce genre d'ustensile. Celui-ci, vous le voyez, il est entièrement fait maison. Il est fait avec du chêne ici et du chêne ici. J'ai tapé avec sur autre chose que des ciseaux. Des fois j'ai tapé très fort parce que j'avais besoin de beaucoup d'inertie. Donc il est abîmé ici, mais ce n'est pas les ciseaux. Si on regarde bien ici, là, il y a un creux. Parce que c'est ici que tapent tous les ciseaux à bois. Tous les manches des ciseaux tapent ici, donc il y a un creux. Pour le reste, un simple maillet en bois suffit largement. Et bien sûr, pour terminer sur le travail du bois, je ne pouvais pas ne pas vous parler du rabot. Difficile de vous préconiser l'achat d'un rabot tel que celui-ci, parce que ce qu'on achète dans le commerce, ben la qualité du bois est le plus important. Et là, je n'ai pas d'expérience dans le sujet, puisque tout cela, en fait,
ils m'ont été légués. Donc ce sont des vieux outils, pour certains comme celui-là que j'ai restauré, qui sont très vieux et qui sont forcément de très bonne qualité. Donc ce genre d'outil, je ne peux pas vous le conseiller à l'achat. Par contre, si vous en trouvez d'occasion, foncez, hein, allez-y, parce que ce genre d'outil, pour autant que le bois ici ne soit pas fendu et que vous ayez toutes les pièces, foncez parce que c'est des outils qui sont magiques. Enfin, c'est des outils qui ne coûtent pas cher et avec lesquels on travaille très agréablement. Par contre, j'utilise un outil que j'ai acheté, celui-là aussi il y a très longtemps, d'ailleurs ça se voit à l'aspect qu'il a. C'est un petit rabot à main, c'est un petit rabot qu'on tient comme ça et qui permet d'aller chercher des arêtes, d'aller faire des choses très légères. Alors, ça vaut même pas une dizaine d'euros, un truc comme ça. La qualité n'est pas du tout au rendez-vous, la lame, elle vaut ce qu'elle vaut. Par contre, le genre de semelle, là, ça c'est nul. Mais pour ce qu'on fait avec ce genre de choses, c'est largement suffisant. Je vous déconseille par contre ce genre d'outils. Voilà. Si vous voulez acheter des rabots en métal, n'achetez pas ce type de rabot. Ça, c'est vraiment pas bon du tout. Pour un petit rabot à main comme ça, cette conception suffit, là. Mais pour un rabot d'une taille plus importante, il faut un rabot en bois ou un rabot, comme je vous ai mis dans la description, avec une semelle qui soit digne de ce nom. Quand je dis semelle, c'est cette partie orange. Ici, c'est de la tôle emboutie, avec des ouvertures ici qui sont en bord. Enfin, ça va pas du tout. Je vous ai mis dans la description de la vidéo un lien vers un rabot qui est digne de son nom. Et enfin, une fois que vous aurez terminé de découper, d'assembler tous vos bouts de bois, eh bien, il vous faudra certainement les coller. Et pour les coller, eh bien, il faut de la colle à bois, tout ce qu'il y a de plus simple. L'idéal, c'est une prise rapide à 30 minutes. N'allez pas sur des prises à 4 minutes, parce qu'il y a des prises très très rapides. Et ça, c'est un vrai piège, parce que quand vous allez faire l'assemblage, si vous voulez faire un petit peu de réglage, eh bien, vous avez 4 minutes. Avec une prise normale, on va dire, ou rapide à 30 minutes, c'est largement suffisant. Celle-ci, c'est une prise lente à 2 heures, c'est beaucoup trop long, mais quand je l'ai acheté, eh bien, j'ai pas trouvé autre chose dans le magasin. Et quand vous aurez collé, il faudra serrer. Alors, il y a plusieurs types de serre-joints. Il y a ce genre de petits serre-joints. J'en ai toute une ribambelle. Ça vaut une dizaine d'euros. Ça vaut même pas 10 euros. C'est très utile. Ceux-là sont en 150, ils sont un petit peu courts. J'en ai en 200. Et ceux-là, je les utilise plus souvent que les 150. Donc je vous conseille plutôt en 200. Parce qu'en fait, ici, que ce soit plus long, ça ne gêne pas. Donc il vaut mieux avoir 200. Et c'est largement suffisant pour la plupart des opérations qu'on a à faire au niveau des assemblages. C'est-à-dire que quand on fait des petits objets, ce genre d'outil suffit largement. Ici, il y a une longueur de patte qui fait 50 mm. Donc quand on serre ici, on peut serrer jusqu'à 50 mm. Ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder parce que parfois, c'est ce qui manque dans les ouvertures de serre-joint, c'est cette longueur ici. Si c'est trop long, en fait, ça se déforme. Si c'est trop court, on n'arrive pas à serrer. Donc là, 50-60, c'est ce qu'il faut. Alors, ils sont manuels, mais ils serrent fort et ils sont pas très chers. Les mêmes, avec ici, vous le voyez, plein de formes ici qui ne servent pas à grand chose. Cette forme ici ne sert pas à grand chose. Tout ça, ça ne sert pas à grand chose. L'avantage que ça a, c'est que on peut serrer très rapidement. Voilà. Et on a au moins autant de force que dans celui-là. Voilà. Donc l'avantage, c'est le serrage rapide. Ça, c'est indéniable. Surtout quand on n'a qu'une seule main. Ici, quand on n'a qu'une seule main, eh bien, on ne peut pas. C'est-à-dire que là, on va s'embêter, on va chercher comme ça avec une seule main à tenir la pièce, à serrer. Bon, c'est compliqué. Avec ça, on tient la pièce. Hop, la mâchoire supérieure suit. Donc on peut faire comme on veut. Et là, on serre. Aïe. Non, je plaisante. Et enfin, si vous avez des assemblages qui sont plus importants, comme des petits meubles, des choses comme ça, vous n'allez pas couper à être obligé d'acheter ce genre d'outil. Alors, ce genre d'outil, c'est un serre-joint à pompe, ici. Certains n'ont pas cette pompe, c'est-à-dire que ici, on a une démultiplication à l'intérieur de l'avancée. C'est-à-dire que pour un tour ici, et pour la longueur du filetage ici, il y a un deuxième filetage, et la pièce ici sort plus. On a plus de force.
Donc là, les longueurs, eh bien, c'est à minima 500 mm. Dès qu'on veut attaquer des meubles en 600 mm de large, à ce moment-là, on est obligé de passer sur des serre-joints d'1 mètre. C'est beaucoup plus compliqué. Et ça dépasse le cadre du petit bricoleur amateur. C'est quand on réalise ces meubles soi-même, à ce moment-là, ce genre de serre-joint ne suffit pas. Il faut des serre-joints plus longs. Ceux-ci sont très puissants. Ils sont 2 fois plus puissants que ceux-ci, tout simplement parce que ici, il y a une démultiplication. Donc, ils serrent très très fort. Et quand on serre avec ça, on est obligé de mettre ici, en interface entre les pièces qu'on serre et les mâchoires, de mettre des petits morceaux de bois ou des petits morceaux de plastique pour éviter de mettre des empreintes sur les morceaux de bois qu'on est en train de serrer. Et enfin, il y a le ponçage. Alors le ponçage, il n'y a rien de plus simple. Je pourrais vous dire qu'il faut acheter tel ou tel matériel, mais tout ça, c'est pas vrai. En fait, ce qu'il faut, c'est du papier abrasif et il faut un morceau de bois. Avec un morceau de bois, on fait une cale à poncer et on s'en sert comme ça. Je vous avoue que poncer à la main, c'est très fastidieux et que très rapidement, si vous travaillez le bois, vous allez vous acheter une ponceuse. Là, c'est un autre sujet, c'est plus le cadre du travail à la main, donc je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Alors encore une fois, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Je me suis dit qu'elle serait peut-être utile. J'espère que ça vous sera utile et je pense faire la même chose pour d'autres domaines du bricolage. Donc en attendant, regardez dans la description, je vous ai mis des liens vers des outils très basiques. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour certains, j'ai mis une alternative avec des outils un petit peu plus chers pour avoir une meilleure qualité. Mais néanmoins, tout ce que je vous mets dans la liste, vous pouvez l'utiliser pour les petits bricolages sur le travail du bois. En tant que bricoleur amateur et en tant que bricoleur débutant, ça suffira largement. Et le budget n'est pas très important parce que on est aux alentours de entre 10 et 20 euros chaque outil. Ça dépend des outils, mais c'est pas très cher. Et ça permet de savoir si on a envie de travailler le bois, si ça nous plaît, avant de commencer à investir dans des outils beaucoup plus chers. Enfin, c'est mon conseil. C'est comme ça que j'ai fait. J'ai commencé avec des outils très bas de gamme et en fonction de l'intérêt que j'avais sur le domaine de bricolage, eh bien j'ai investi ou pas. Je vous avoue qu'il y a des domaines du bricolage, même si je bricole beaucoup et que je bricole dans tous les domaines, eh bien il y a des domaines où je n'ai pas investi, je suis resté avec des outils bas de gamme. Cette vidéo est donc faite uniquement pour ceux qui cherchent à débuter dans le travail du bois et à s'équiper à moindre frais de manière à pouvoir voir si cette activité leur plaît. Si c'est le cas, comme je ne suis pas sponsorisé, la meilleure récompense que je peux avoir, c'est un pouce levé et un partage si vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis donc à très bientôt dans un épisode de bricolage. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir à celui qui a créé la vidéo. Et en attendant un prochain épisode de bricolage, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.